Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et cet après-midi nous allons parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est la biodiversité, comment ramener de la biodiversité en ville et comment faire. On sait qu'il y a un souci et on va demander à nos invités de nous expliquer un peu ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire ou mieux faire. Avec moi, monsieur Jean-François Dor, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et vous êtes spécialiste de l'architecture végétale. Tout à fait. Vous avez une agence, comment ça se passe? J'ai une agence qui s'appelle Vision et qui est domiciliée à Uzès, dans le Gard, dans le sud de la France. Le sud de la France. À côté de vous, monsieur Marc Barra, avec vous on est en Île-de-France. Vous êtes écologue à l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France. C'est ça. L'Agence de la biodiversité d'Île-de-France, c'est quoi son rôle? Alors c'est une agence qui dépend du Conseil régional d'Île-de-France. Son rôle c'est d'être un observatoire de la biodiversité. On récupère des données sur la biodiversité, on en fait des indicateurs pour être capable de vous dire comment se porte la biodiversité sur le territoire. Et ensuite on est un centre de ressources et d'expertise pour aider les acteurs du territoire à mieux prendre en compte cette question de la biodiversité, notamment les acteurs de la ville. Alors justement, avant de voir comment faire, j'aimerais que vous nous posiez déjà une définition. Parce que tout le monde... Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Exactement. Revenons aux définitions. C'est vrai que parler de biodiversité à Batimat, on peut se dire c'est tout à fait nouveau. C'est vrai que c'est un sujet un peu méconnu des acteurs du bâtiment. On connaît les questions climatiques. La tonne de CO2, c'est assez visualisable. Enfin, on ne le voit pas, mais on comprend. La biodiversité, c'est assez complexe. Alors, ce que les scientifiques appellent la biodiversité, c'est 3 niveaux différents. C'est d'abord les espèces, la faune, la flore, la fonge, les champignons, les micro-organismes qu'on trouve dans le sol. C'est ce niveau des espèces. Mais il y a aussi 2 autres niveaux très importants. C'est à l'intérieur de chaque espèce les gènes, les variétés différentes de la biodiversité. C'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique, qui va être très importante en agriculture, en alimentation notamment. Et ensuite, il y a un 3e niveau qui est celui des écosystèmes. Dès qu'on imagine les espèces interagir entre elles et avec leur environnement, donc des habitats naturels, des zones humides, des forêts, des sols, etc., dans lesquels on a des systèmes qui produisent des fonctions utiles. Et en fait, la biodiversité, c'est pas seulement des espèces, c'est aussi des fonctionnements, et on verra qui nous sont extrêmement utiles et dont nous dépendons. Donc l'idée, c'est de se dire comment ramener de la biodiversité en ville. Première question, enfin en ville et partout d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que la ville qui a des soucis de ce côté-là. Le constat, le bilan, c'est quoi? Ça va mal? Alors oui, pourquoi on parle de biodiversité aujourd'hui de manière assez médiatisée, hein? C'est parce qu'elle décline, alors ça on le sait depuis des années, depuis de très nombreuses années, depuis la révolution industrielle. Et il y a eu en mai dernier un rapport qui a été très médiatisé, le rapport de l'IPBES, la plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, 150 scientifiques, 50 pays, et qui fait un état des lieux assez exhaustif de l'état de santé de la biodiversité sur la planète, et tous les indicateurs sont au rouge. On a des niveaux de déclin des espèces, des amphibiens, des oiseaux notamment, des poissons et toute autre espèce qui a atteint des niveaux d'accélération sans précédent. En fait, les espèces ont toujours disparu et d'autres apparaissent dans des rythmes assez normaux, et depuis la révolution industrielle, les courbes sont exponentielles, et donc ça va trop vite pour que ce soit naturel. Et ce rapport pointe évidemment les activités humaines comme étant responsables du déclin des espèces. 2 chiffres, 1 million d'espèces seraient menacées d'extinction sur la planète, ça commence à faire beaucoup. Et 75% des écosystèmes de la planète, donc les systèmes, sont dans un état dégradé avancé. Voilà, donc il faut agir. Merci d'être venu. En ville, là par exemple en Île-de-France ou à Montpellier, comment ça se passe? Alors, qu'est-ce qui est dégradé et pourquoi? Mais ça, on imagine bien pourquoi. Oui, les rapports du GIEC, comme celui de l'IPBES, pointent tous les deux comme impact majeur sur la biodiversité, l'artificialisation des sols. Alors il y a évidemment les pratiques d'agriculture intensive, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais les villes qui s'étendent, qui vont grignoter des terres agricoles, des milieux naturels, contribuent au déclin de la biodiversité. Et donc, une des premières choses à faire si on veut reconquérir la biodiversité sur nos territoires, c'est réduire l'artificialisation des villes et l'imperméabilisation des sols. Première chose, on réduit. L'artificialisation. Je n'y arriverai pas, donc je vous laisse des dire. sols. Ça, c'est la première chose. Sur l'existant, on va dire, Paris.
On parle de grands jardins, on parle de remettre des arbres. Est-ce que ça suffit pour créer de la biodiversité, pour la ramener? Et il y a déjà une biodiversité d'ailleurs, hein. Alors il y a tout à fait, on peut avoir une approche naturaliste qui consiste à explorer le milieu urbain et à découvrir des espèces tout à fait intéressantes. Il y a des programmes de sciences participatives du Muséum d'histoire naturelle, par exemple qui s'appelle Sauvage de ma rue. On va se promener sur les trottoirs et explorer tout type d'espèces qui sont très communes, hein. Là, on ne trouve pas d'espèces rares partout dans les villes, mais les espèces très communes, on peut avoir cette démarche exploratoire. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut constater aussi qu'en fait, il manque énormément de biodiversité dans les villes. Et donc si on veut faire revenir tout un cortège d'espèces, il va falloir non seulement lui donner beaucoup plus de place, la taille des espaces verts va compter, mais aussi aller prendre sur le bâti, aller prendre sur d'autres infrastructures qui aujourd'hui sont grises, lui donner de la place et relier ces espaces entre eux. C'est ce qu'on appelle les fameuses trames vertes. Le vivant, il a besoin de place et il a besoin de se déplacer en plus pour pouvoir se reproduire et se pérenniser. Ce qu'on appellerait un couloir écologique, c'est ça? Un corridor écologique. Un corridor écologique. Sur le constat, sur ce que vient de nous dire monsieur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dans votre pratique? Sur le constat qui a été fait est très bon. La situation est alarmante, hein, sur le plan de la biodiversité. Et sur le constat aussi, l'artificialisation des sols, l'Institut du développement durable a prouvé cette année, grâce à une étude, qu'elle ne correspondait pas à un accroissement économique réel. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que lorsqu'une ville entoure sa périphérie de zones artisanales et commerciales, cela est bon pour l'activité économique. L'Institut du développement durable a prouvé que ce n'avait pas d'incidence sur le PIB local. Il y a donc bien la nécessité et les moyens de construire la ville sur la ville. Comment j'explique aux élus des territoires aujourd'hui qui veulent développer l'activité économique, qui voient des gens au chômage et qui disent qu'ils vont créer une ZAC, hein, c'est comme ça que ça se passe, oui. Oui. Et cette ZAC c'est fait sur des terres agricoles ou sur des friches. Comment je leur explique que c'est plus possible et qu'il faut faire autrement? Parce que ça c'est difficile à comprendre quand même, hein. Alors la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que la météo nous aide beaucoup. Quand on voit à Montpellier les inondations, les épisodes cévenols, ces épisodes pluvieux extrêmement violents et qui vont l'être de plus en plus dans le temps, et qu'on voit la récurrence de ces inondations, il est très facile d'expliquer aux élus, mais à la population qu'ils représentent, qu'il est nécessaire d'adapter la ville au changement climatique et que cette adaptation, elle doit se faire tout de suite et qu'elle doit se faire avec des moyens importants et qu'elle ne peut pas être faite par un assemblage de petits gestes. Sur cet aspect-là, sur le comment j'explique? Oui, alors comment on explique aux élus que l'artificialisation excessive n'est pas tenable? Déjà, il y a des faits. C'est-à-dire que si on continue, aujourd'hui, il y a à peu près, selon les chiffres, entre 30 000 et 60 000 hectares qui sont artificialisés par an, l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Si on continue au même rythme jusqu'en 2030, on monte à 300 000 hectares qui vont être artificialisés, la surface du Luxembourg. Donc si vous voyez, rien qu'en termes physiques de capacité de notre territoire, ce n'est pas possible. Et ensuite, on peut expliquer aux élus pour convaincre ce que disent les scientifiques et les écologues, c'est pas du tout qu'il faut arrêter l'activité économique, qu'il faut arrêter de loger des gens, bien au contraire. Mais on essaie de dire qu'il existe un potentiel sur l'existant, déjà. Dans des régions comme l'Île-de-France, on a à peu près 350 000 logements vacants, bureaux vides aussi, qui pourraient être des surfaces occupées par les constructions neuves. On a des friches artificialisées, des anciens centres commerciaux, des anciennes zones industrielles, usines, sur lesquelles on peut bâtir de préférence avant d'aller consommer des espaces naturels. On peut surélever certains immeubles dans une certaine mesure, on peut rapprocher des maisons mitoyennes. Toutes ces techniques de densification et qui bien sûr évitent de perdre aussi des espaces verts, aujourd'hui sont sous-utilisées. Et donc, il y a dire aux élus qu'en fait, il y a déjà un potentiel existant. Et les élus sont les premiers à dire qu'il faut revitaliser les centres-bourgs, il faut remettre des commerces de proximité, éviter d'aller mettre des zones commerciales dans les zones agricoles. Bonne occasion. C'est une occasion de leur dire. Sur les moyens, les façons d'y parvenir maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des nœuds paysagers, ça veut dire... expliquez-nous un petit peu ce que vous conseillez en termes de travaux à réaliser, que ce soit en termes d'urbanisme ou en termes de bâtiments. Et après, on verra comment on fait sur le bâtiment. Oui. Alors, ce qui est intéressant avec la biodiversité, c'est une innovation et une solution à toutes les échelles. Il y a des solutions à l'échelle du bâti, mais ça vous en parlerez mieux que moi sur l'intégration du végétal notamment. Alors j'ajoute que la biodiversité, c'est pas que le végétal, c'est aussi rétablir des connexions pour la faune, l'animal, etc. Et c'est aussi, on n'y pense jamais, mais sous nos pieds, il y a des sols
Dans les sols, il y a de la vie. Dans une cuillère de sol, il y a 1 million à peu près d'individus vivants. Et dans les sols, il y a toutes les fonctions utiles pour les plantes en dessous. Donc d'abord, c'est préserver les sols. Et on peut faire tout un tas d'innovations, des bâtiments sur pilotis, des bâtiments qui évitent de consommer trop de foncier, etc. Il y a l'échelle du bâti. Ensuite, il y a l'échelle du quartier. Moi, je dis souvent qu'au sein d'un quartier, il faudrait minimum 30% d'espace de pleine terre pour que la biodiversité s'y retrouve. Certains articles scientifiques disent 45% pour maintenir des espèces végétales et animales et qu'elles puissent se reproduire, se déplacer. C'est beaucoup. Donc il faut réouvrir en gros. Il faut réouvrir, ou en tout cas il faut parfois faire dans un projet de ZAC, il faut peut-être faire un lot en moins et un lot en plus pour la nature. C'est pas facile à faire. En parler aux promoteurs, on ira en parler tout à l'heure dans les stands. Et oui, pour donner votre image, qu'est-ce qu'il faut faire des nous, etc. Mais tout à fait, on parle de plus en plus de quartiers éponges. On est capable aujourd'hui de ne plus gérer les eaux de pluie par des tuyaux. Alors j'en ai vu beaucoup dans les stands ici, ça plaira peut-être pas, mais les eaux de pluie peuvent être gérées par les espaces verts directement, par les nous végétalisés, par les parkings ou les places de stationnement drainantes, par les façades et les toits végétalisés. Donc il y a vraiment moyen de gérer à moindre coût en plus ces questions-là. Et une dernière chose, il y a la question centrale de l'arbre. Dans les aménagements. Aujourd'hui, moi je regrette que quand on fait un chantier, la première chose qu'on fait, c'est on dit qu'on fait propre, donc on va raser tous les espaces verts qui existent déjà, y compris les arbres, et puis on va venir en mettre un tout neuf, alors qu'il va faire travailler des paysagistes. Mais pourtant, pour la biodiversité, l'essentiel, c'est de conserver ce qui existe déjà. Qui avait déjà fait son travail de biodiversité. Je m'étais entretenu une fois avec un monsieur que vous devez connaître, qui est monsieur Jacquet, qui s'est occupé donc de Nanterre, notamment, des rives de Nanterre, de la Seine à Nanterre, et qui me disait l'eau est essentielle. Ramenons de l'eau. Vous confirmez ? Mais évidemment, de toute façon, il y a un triptyque qui est indissociable, c'est les sols, l'eau et le vivant. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc à l'échelle d'un quartier, d'un aménagement, il faut penser les trois ensemble. Maintenir des sols perméables, ça permet de stocker de l'eau, mais ça permet aussi d'assurer de l'eau vers la végétation. Et alors ça, l'hiver, on est content quand on a les eaux qui sont absorbées en cas de ruissellement excessif, mais l'été, on va l'être aussi, parce que la nature agit aussi comme un climatiseur. Et quand vous avez des arbres de grande hauteur qui ont de l'eau à disposition en plus grâce à ces ouvrages-là, une diversité végétale, eh bien vous avez un effet d'évapotranspiration, encore faut-il que ce soit arrosé, qui peut rafraîchir. Alors les études montrent de 1 à 3 degrés en période de canicule, c'est pas rien du tout, les quartiers. Donc la nature en fait rend des services, c'est très utilitariste, mais la nature rend des services. Il n'y a pas que la biodiversité, il y a beaucoup d'effets collatéraux en plus que la biodiversité. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que pour rebondir sur ce qui a été dit, on ne peut pas opposer homme et nature et on ne peut pas opposer effectivement notre activité économique avec la nature et on doit pouvoir concilier les deux. Alors en ce qui concerne les aménagements qui sont possibles au niveau de la ville pour rendre les villes perméables, moi par exemple je réalise des chaussées végétalisées qui portent 12 tonnes à l'essieu, qui sont tout à fait carrossables et qui arrivent au même prix qu'un enrobé bitumineux classique. Donc on voit bien qu'il y a un changement de mentalité à opérer pour pouvoir changer de paradigme et aller vers cette ville de la biodiversité qui est nécessaire pour nous adapter à ce changement climatique que maintenant tout le monde perçoit. Voilà, changement climatique et perte de biodiversité, on va les mettre sur le même rapport, on est d'accord ? Oui. De toute façon, ils sont liés. Si je vous donne un exemple, le fait de défricher un sol pour terrasser et pour faire un quartier, ça détruit non seulement la biodiversité qu'il y a au-dessus, mais dans les 30 premiers centimètres de sol, il y a plus de carbone que dans l'atmosphère et dans les arbres. Donc vous déstockez en même temps des tonnes de carbone. Donc dégrader la biodiversité accélère le changement climatique. Il faut absolument les traiter en même temps. Voilà, les traiter en même temps et puis arrêter l'artificialisation des sols. Et il y a quelques projets pas très loin d'ici qui font débat et on voit bien que c'est compliqué. Oui. C'est une question complexe. Le gouvernement, lors du plan biodiversité en 2018, a lancé le concept de zéro artificialisation nette. On en est très loin. On en est très loin aujourd'hui. Je trouve que c'est un bel objectif pour effectivement se dire on arrête de s'étendre et au besoin on va aller même désartificialiser ailleurs, désimperméabiliser pour retrouver tous ces anciens parkings, ces cours d'immeubles, ces cours d'école, ces voiries qu'on pourrait débétonner et redonner à la nature. Ça représente des surfaces considérables. Donc déjà le net et puis peut-être un jour même le strict, c'est-à-dire se dire on a déjà trop artificialisé, on fait avec l'existant.
Alors on va aller voir comment ça se passe sur les murs, sur les toitures et sur le bâtiment, on va dire, dans son ensemble. Expliquez-nous en quoi un mur végétalisé peut ramener cette biodiversité. Voilà, l'architecture végétale, elle a plusieurs bienfaits. Elle a d'abord des bienfaits techniques qui sont de l'ordre de la thermique et de l'acoustique, on pourra en parler tout à l'heure, et elle est intéressante pour ramener la biodiversité en ville. Encore faut-il que ce soit fait avec de l'expertise, et mon voisin le montre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de planter compulsivement des arbres en ville ou de végétaliser avec des systèmes de type PVC et feutre des bâtiments qui ne sont pas intéressants pour l'écologie. Donc il faut faire des corridors de biodiversité, on en a parlé, et la végétalisation des bâtiments permet de ramener sur la peau extérieure de nos constructions un véritable biotope composé à la fois bien sûr d'insectes butineurs, mais aussi de petits batraciens, d'oiseaux, qui peuvent complètement cohabiter avec l'espèce humaine. Sur ces murs que vous réalisez, cette architecture végétale que vous réalisez, comment vous sélectionnez les plantes? Est-ce que c'est de la plante locale, on va dire, hein, vous allez voir ce qui se passe à côté et vous mettez en place ces plantes-là pour constituer un biotope? Ou est-ce que on est plus large et on va chercher des plantes ailleurs qui sont peut-être plus à même de faire venir des animaux et des insectes? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement je travaille avec un collège de botanistes et avec des experts agronomes du CIRAD à Montpellier, de manière à toujours sélectionner des plantes locales, de préférence sous leur forme sauvage et non pas les cultivars horticoles, idéalement endémiques ou ayant disparu, pour faire en sorte que cette végétalisation de la ville, cette végétalisation de l'architecture soit aussi un moyen de ramener dans la biodiversité des espèces végétales qu'on ne voit plus aujourd'hui et qui peuvent vivre naturellement sur les bâtiments. Donc, donnez-nous un exemple, par exemple, de parois végétalisées qui, selon vous, est au top, on va dire, de cet aspect biodiversité. Hein. Et les autres aspects, on sait qu'une végétalisation va amener de la fraîcheur au bâtiment, va lui amener de l'acoustique et des choses comme ça. Mais vraiment, sur cet aspect biodiversité, donnez-nous un exemple de ce que vous avez fait et qui vraiment a fonctionné. Alors j'ai réalisé plusieurs milliers de mètres carrés en Europe et un peu partout en Europe. Et je dis ça parce qu'effectivement, le comportement change lorsque vous êtes à Milan, lorsque vous êtes à Cannes sur la Croisette, lorsque vous êtes à Paris intramuros et lorsque vous êtes à Toulouse par exemple. Donc à chaque fois, ce sont des sélections de plantes, on appelle ça des palettes variétales qui sont composées dans le respect de la phytosociologie, c'est-à-dire que des groupes de plantes qui savent, j'ai envie de dire, vivre ensemble, de manière à composer cette végétalisation de l'architecture. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas l'architecte végétalisateur qui choisit l'apparence de son mur végétal, mais celle-ci est dictée par le climat et la situation géographique dans laquelle on est. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, enfin, ce qui est en train de dire mon voisin, et je l'appuie fortement, en fait, c'est ce que les écologues essaient de répéter depuis des années, c'est que la biodiversité, c'est pas la même en fonction de là où on se trouve et qu'on doit s'inspirer de ce qu'il y a autour des milieux naturels pour concevoir des aménagements végétalisés. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore trop d'industriels de la végétalisation qui proposent des produits standards, clés en main, qu'on va choisir dans un catalogue et qui va être le même à Lille ou à Marseille. Et la démarche des professionnels du bâtiment, des architectes, ça doit être d'aller chercher ces connaissances locales, alors que ça soit en matière végétale ou faune ou autre, pour les reproduire sur son projet. Et je trouve ça tout à fait louable. L'idée, c'est d'arrêter le sédum partout. Ouais. Le sédum en soi peut être intéressant. Nous, on y trouve des espèces des milieux secs méditerranéens qui peuvent être très intéressantes. Mais en fait, c'est l'uniformisation qui ne va pas. C'est le partout, tout le temps, pareil. Voilà. C'est-à-dire que pour une végétalisation de l'architecture, il faut s'interdire la monoculture. On s'interdit de dessiner des formes artistiques en monoculture de plantes parce que si un problème phyto s'attaque à cette plante, eh bien c'est toute la tâche en monoculture qui va disparaître d'un coup. Donc pour le coup, ce sera l'esthétique qui ne sera pas intéressante pour l'œil humain. Et quand je parle de palettes variétales, de ces groupes de plantes, c'est 15 à 20 espèces et variétés de plantes qu'il faut mélanger pour constituer une végétalisation. Quand on a une toiture sédum,
il n'y a qu'une plante, le sédum. Alors c'est sûr, il y a 300 ou 400 types de sédum dans la nature, peut-être plus, mais il faut vraiment composer ces palettes variétales. C'est pour ça que je dis palette variétale et non palette végétale, qui est une erreur du langage, parce que en les composant avec des graminées, avec des bulbeuses, avec des plantes arbustives, avec des plantes rampantes, eh bien on va permettre à la biodiversité de s'installer et surtout, c'est le corollaire de la pérennité d'une végétalisation. Ça coûte cher? Ça coûte pas cher parce que toujours les solutions écologiques doivent être au même prix que les solutions dites traditionnelles. Donc quand je parle des chaussées végétales, elles sont au même prix que l'enrobé. Quand je parle de mes toitures végétalisées, elles oscillent entre 80 et 120 euros du mètre carré. Donc on est dans le registre d'une toiture un petit peu évoluée de manière technologique. Mais il faut prendre en compte le gain sur la thermique. On abaisse de 30 degrés la température d'un toit exposé au soleil lorsqu'il est végétalisé. Donc ça a des incidences sur la climatisation et sur la consommation énergétique du bâtiment. Ce qu'on oublie parfois de mettre dans la balance qui permet d'apprécier le prix d'une végétalisation. Il y a un bénéfice-coût à prendre en compte. Tout à fait. Vous vouliez ajouter quelque chose? Une autre idée d'innovation que développent certaines boîtes comme Topager avec des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est le concept de wide roof. C'est des toitures sur lesquelles il y a seulement de la terre, du substrat, et on laisse la nature coloniser directement le bâtiment. Et c'est aussi une idée poussée un peu plus loin, cette idée de biodiversité, c'est que parfois il faut laisser la nature venir. Cette idée de spontané, de sauvage qu'on accepte un peu moins en ville, tout a toujours été géré, tondu, les couleurs choisies, etc. L'idée de biodiversité, c'est aussi laisser la nature faire. Ça, c'est une vraie difficulté, hein. Arrêter la culture du propre, du bien tondu, c'est pas évident ça. Hein. On sort d'une école du paysage qui a appris ces choses-là, où en fait, c'est pour ça que je parle souvent de l'industrie de l'horticulture, qui était parfois plus une industrie que des connaisseurs de la nature. C'est en train de changer, heureusement, et on a aujourd'hui énormément de paysagistes qui ont poussé vers une meilleure connaissance de la biodiversité. Mais je pense qu'il y a un grand pas à franchir encore pour aller vers des solutions plus low-tech. Parfois, quand je monte sur une toiture végétalisée, je le dis honnêtement, je vois plus de plastique, de bâches géotextiles, de tuyaux d'arrosage, de polystyrène que de plantes. Que de plantes. Donc à un moment donné, ce qui n'est pas le but recherché. Si on y gagne d'un côté sur la végétalisation, mais qu'on y perd sur les ressources consommées et l'empreinte du système, on n'est pas gagnant sur le développement soutenable. Un petit mot de conclusion. Oui, c'est une règle de l'architecture, le moins c'est le plus. C'est-à-dire que quand on a un bon produit de l'architecture, c'est un produit qui est épuré, qui n'est pas une usine à gaz, qui est quelque chose de très simple, de facile à mettre en œuvre. Et vous l'avez très justement souligné, il faut qu'on s'y retrouve aussi sur le plan de l'économie. C'est-à-dire qu'une façade végétalisée, moi j'en ai installé sur des logements sociaux à Neuville-sur-Oise, eh bien c'est compatible avec des programmes sociaux. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Que des plantes grimpantes, ça coûte pas plus de 30 euros du mètre carré. Voilà. Quand des murs végétalisés très irrigués et très industriels peuvent coûter jusqu'à 800 euros du mètre carré. Donc économiquement, on s'y retrouve toujours. Un ampelopsis contre le mur de ma maison, ça coûte rien. On est d'accord. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Architecture végétale. Voilà. Où on retrouve toutes vos réalisations. Toutes les réalisations et surtout toute la technique. Et la technique. C'est intéressant pour les professionnels qui veulent s'y intéresser. Une réalisation que je ne connaissais pas, Gare du Nord, un mur qu'on ne voit pas. C'est vrai. Et qui est très végétalisé et qui est très intéressant. 27 mètres de haut. C'est un livre qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Absolument, il est disponible sur Internet aux éditions Erol. Voilà. Eh bien écoutez, merci. Merci aussi. Messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler de biodiversité et de retour de la biodiversité. Espérons que ça fonctionne. Une émission à retrouver donc sur notre site Bâti Journal TV et comme toutes les émissions que nous tournons ici et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous.